Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Série de 3 vidéos publiques. Donc, cette première qui est une, FAQ souscripteur. Donc, pour rejoindre les souscripteurs, vous avez la description, où vous avez le lien Patreon qui vous permettra de me soutenir, de bénéficier de mon contenu, public, mais aussi privé surtout. Et je fais de plus en plus de vidéos privées en ce moment. Je suis très inspiré et malheureusement, c'est l'actualité qui le veut. Voilà, la guerre mondiale étant de plus en plus évidente pour tout le monde. Depuis 4 ans que je le dis, mais maintenant, voilà, on peut plus y échapper. Et donc, si vous voulez rejoindre donc les souscripteurs qui me soutiennent et qui me permettent de faire ce travail d'enquête qui me prend toute la journée, et de pouvoir me poser donc des questions auxquelles je vais répondre, puisque dans cette série, j'ai plus de 30 questions auxquelles je dois répondre, donc ils ont été très prolifiques. Eh bien, vous avez le lien dans la description. D'autre part, demain, donc 15 mars, je débattrai avec El Loco, donc de la chaîne Los Locos, donc c'est Rayad, sur cette chaîne, donc à 20h. On va parler justement de la Troisième Guerre mondiale, et à mon avis, comme il n'est pas du même avis que moi, ça va être très intéressant. Et puis le surlendemain, donc le 16 mars, vidéo d'échange cette fois avec Mathieu Sirvin, puisqu'on est sur la même ligne, et on va parler du même sujet, Troisième Guerre mondiale, mais sous l'angle anti-parti communiste chinois et anti-russo-chinois plus généralement. Voilà, alors c'est parti. Comme il y a beaucoup de questions, je vais essayer de ne pas faire trop long à chaque fois, même si voilà, des fois il faut un peu développer. Alors, première question. Que pensez-vous de la montée de l'AfD en Allemagne? S'agit-il d'une vraie droite, d'une droite extrême, d'un espoir ou d'un leurre? Donc moi, la manière dont je définis la droite, c'est qu'elle est pro-occidentale. Et donc, l'AfD n'est pas pro-occidentale parce qu'elle est du côté russo-chinois. Hein. Donc, c'est de la gauche, voire de l'extrême gauche, mais qui prend, comme souvent, comme le Front National en France, enfin, Rassemblement National ou Reconquête, qui prend la couleur de la droite ou de l'extrême droite, alors que en fait, c'est la gauche et l'extrême gauche. C'est la géopolitique qui domine la politique, et donc l'AfD soutient à bout de bras aujourd'hui la Russie et la Chine, comme d'ailleurs le gouvernement allemand soutient la Chine. Donc de ce point de vue-là, ils ne sont pas très différents. La seule différence, c'est le discours sur l'immigration, l'islam, etc. C'est ce qui les fait passer pour des gens d'extrême droite ou de droite. Mais comme Reconquête en France ou le Rassemblement national, ce sont des gens qui sont marxistes, qui sont en fait de gauche. Voilà, la gauche peut aussi être raciste, elle peut aussi être anti-islam. La gauche prend toutes les formes qu'elle veut. Et c'est ce qu'explique Golitsyn dans son livre Des mensonges pas si nouveaux, auquel je vous renvoie une fois de plus, et dans la supercherie de la perestroïka. La gauche a pris les habits de la droite, la vraie droite, pour se faire passer pour de droite et faire comme ça converger, c'est le terme employé par Golitsyn, faire converger. Je vois que le coq veut participer avec moi, voilà. C'est une vidéo participative. Donc, la gauche socialo-communiste veut converger vers le communisme. Et pour cela, rien de mieux que des idiots utiles qui se font passer pour des gens de droite. Ensuite, deuxième question, question sur États-Unis et Ukraine. Si Trump remporte l'élection présidentielle en novembre, est-ce qu'il existe un risque réel que les États-Unis laissent tomber l'Ukraine durant tout son mandat? Ou le risque d'un isolationnisme américain sert-il plutôt à faire pression sur les Européens pour qu'ils en fassent plus pour l'Ukraine? Ah oui, c'est vrai qu'on peut voir le bon côté de cette déclaration de Trump qui est absolument scandaleuse de notre point de vue d'Européens, à savoir, je rappelle, si les membres de l'OTAN ne participent pas au budget à hauteur de 2% de leur PIB, eh bien, j'encourage Vladimir Poutine, en gros, à les envahir, ce qui est du jamais vu de la part d'un président américain, de l'ère OTAN en tout cas. Et donc, le bon côté, c'est qu'effectivement, ça a créé un électrochoc parmi les Européens qui se sont dit « Ah oui, au fait, le parapluie de l'OTAN, c'est pas pour nous désarmer qu'il existe, c'est pour qu'on soit plus forts ensemble. » Et donc, là, il y a des gens qui se réveillent après 40 ans ou 30 ans voilà, de la chute de l'URSS, qui était voulue, donc, comme l'a dit Vladimir Poutine lui-même à Tucker Carlson, à la 24e minute de son interview, avec lui, c'était pour faire baisser justement ses défenses et que les socialo-communistes qui ont pris le pouvoir de plus en plus en Europe investissent l'argent qui était auparavant qui allait à l'armée, qu'ils l'investissent dans les fonctionnaires, dans l'immigration, tout ça coûte cher. Voilà. Alors, pour autant, est-ce que
Trump, donc s'il arrive au pouvoir déjà, c'est pas sûr, parce qu'il rassemble sa base républicaine, mais il a beaucoup de mal à l'élargir au niveau du pays. Et tout va dépendre, à mon avis, de Nikki Haley, à qui va aller son soutien, sans jeu de mots. Donc si elle reste neutre, Trump peut perdre. Alors que si elle apporte son soutien à Trump, là, il peut gagner parce qu'elle représente environ 30% de la base républicaine. Et au-delà, elle attire aussi des démocrates à elle. Donc, si Trump arrive à convaincre Nikki Haley, il peut gagner, sauf que Nikki Haley, elle se laissera pas convaincre comme ça, puisqu'elle est pro-ukrainienne et qu'elle est sur un discours donc opposé à celui de Trump. Donc, l'espoir, c'est que peut-être que elle arrivera à faire revenir Trump à la raison sur cette question et de ne pas tomber dans un isolationnisme comme les États-Unis l'ont connu en 39, 38, 39, 40. Il a fallu qu'il soit attaqué par les Japonais pour rentrer dans la guerre. Et ça, c'était vraiment une catastrophe parce que, évidemment, s'ils étaient rentrés dans la guerre dès 39, Hitler était cuit dès 40-41. Et en plus, on avait que c'était le pacte germano-soviétique, on avait à la fois les nazis et les communistes, donc les deux totalitarismes de l'époque, dans le viseur, au lieu de cette histoire que quand Hitler a attaqué l'URSS, ensuite les soviétiques ont pu se mettre du côté de la résistance, ce qui était quand même catastrophique d'un point de vue d'image, et ce qu'on paye encore aujourd'hui avec Poutine, qui peut se réclamer de Staline et de la résistance au nazisme. Et il utilise cette carte anti-nazie, donc voilà. Donc je reste positif, mais effectivement, on peut avoir des craintes mais Trump est imprévisible, donc même pour ses propres soutiens. Hein. Je rappelle que ses propres soutiens attendaient qu'il fasse plein de choses pendant qu'il était au pouvoir et qu'il n'a pas fait ou qu'il a fait le contraire. Donc c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Voilà. Je serais plutôt favorable à ce qu'il soit élu, parce que Biden, on sait. Bon, mais l'avantage des républicains, c'est surtout au niveau intérieur. Au niveau extérieur, les démocrates sont plus tournés vers l'Europe, à tort ou à raison, que les républicains. Et donc, voilà, c'est un peu compliqué de ce point de vue-là. Alors, troisième question, la guerre sourde. Si une mobilisation des civils arrivait, pensez-vous que son âge dépasserait les 18-39 ans, tranche d'âge qui prévalait lors de la Seconde Guerre mondiale? Alors, ça dépend de quel pays on parle, mais si on parle de la France, je ne vois pas une mobilisation avant longtemps, parce que c'est plus dans notre culture depuis des décennies, et on a une armée de métier, donc déjà, il y aurait un recrutement dans l'armée pour des gens qui se professionnalisent et qui se forment, et donc là, il y aurait effectivement plus de recrutement, et une conscription de masse, si c'est ça que vous avez en tête, n'arriverait pas, en tout cas pas avant vraiment une catastrophe, et là, s'il y a une catastrophe, ce serait peut-être trop tard. Donc, je ne le vois pas arriver en France en tout cas. 4. Connaissez-vous le livre de Philippe Aymar, Covid-19, enquête sur un virus? Le coq, il veut vraiment participer. Alors, si oui, qu'en avez-vous pensé? Donc oui, je l'ai lu. C'est édité par Jovanovic. C'est un pro-russo-chinois ultra. C'est le mentor de Pierre-Yves Rougeron. Et Philippe Aymar, à qui j'avais proposé une interview, l'a d'abord accepté, avant que Jovanovic le reprenne au vol et lui dise non, non, va pas chez lui, il va te piéger ou je sais pas quoi. Résultat, le gars qui est pourtant un journaliste confirmé s'est plié au desiderata de son éditeur. Et en fait, je pouvais le coincer très facilement, puisque même s'il avait reconnu par exemple le rôle du banquet, parce que là, rappelez-vous, on est dans les tout premiers temps de la dénonciation de la pandémie, et donc le banquet de Wuhan qui a eu lieu donc au tout début de cette pandémie et qui a contribué à la diffuser largement. Je crois que c'était le 18 janvier 2020, de mémoire, parce que ça fait longtemps que j'en ai plus parlé. Mais voilà, j'étais le premier à en parler avec d'autres, mais lui en faisait partie effectivement. Et il le reconnaît dans son livre, mais derrière, il n'en tire pas les conséquences que la Chine est responsable. Il en tire d'autres conséquences, à savoir que c'est les États-Unis qui sont responsables. Ah bon. Donc ça, c'était tellement gros, et je pense que je l'aurais coincé assez facilement. Bon. 5e question. Question personnelle, et je comprendrai que vous refusiez d'y répondre en public. Quel est, selon vous, fort de votre expérience et de vos convictions spirituelles, ce qui sous-tend un mariage réussi, comprenez, où chacun s'épanouit? Eh bien, oui, j'ai un peu une expérience dans ce sujet, dans ce domaine, parce que j'ai divorcé. Donc, mon premier mariage, j'ai connu que 2 femmes dans ma vie, y compris bibliquement. Et donc, voilà, j'ai offert ma virginité à ma première femme, comme je l'ai dit sur un plateau de télé, le seul où je suis passé d'ailleurs, donc c'est pas un secret. Mais voilà, j'étais pas chrétien pourtant, mais ça me paraissait normal. Et puis, voilà, c'est comme ça. Donc, ce mariage a duré 7 ans. C'était une bonne expérience, mais un échec. Et ensuite, grâce à Dieu, puisque mon deuxième mariage a failli
raté également, mais ma femme a prié pour moi et donc étant converti, ensuite je suis revenu à la raison. Vous savez comme ce roi, je ne sais plus si c'était Nebuchadnezzar, je crois dans la Bible, qui devient fou, Dieu le fait rendre fou et puis ensuite il le ramène à la raison et là Nebuchadnezzar réalise qu'il était fou en ne croyant pas en Dieu. Et donc je pense que pour répondre à votre question, ce qui sous-tend un mariage réussi, c'est Dieu. C'est-à-dire que les athées, on le voit d'ailleurs, les taux de divorce sont les plus élevés dans les pays les plus athées. Et donc, c'est pas un hasard. Donc, quand vous avez un amour commun pour Dieu avec votre femme, eh bien, ça tient. Et même si, moi, mes grands-parents, par exemple, du côté maternel, étaient athées et ça a tenu aussi 50 ans, comme du côté de l'autre côté, qui était plutôt catholique, ce qu'on voit comme tendance lourde, c'est que plus un pays est athée, plus le nombre de relations sexuelles pendant la vie augmente, et plus le taux de divorce augmente aussi, le taux d'avortement, enfin tout ce qui va mal, quoi. Alors que le mariage, la famille, le mariage, c'est le cœur de la famille, et la famille, c'est le cœur de la société. Donc après, c'est les dominos, si vous voulez. Voilà, je dirais Dieu, mais si vous ne croyez pas en Dieu, au moins lisez la Bible et cette culture chrétienne, essayez de vous en inspirer au maximum et de vous soumettre quand même aux principes de Dieu parce qu'on juge un arbre à ses fruits et il donne de bons fruits. Donc si vous voulez que votre mariage dure, respectez les principes édictés dans la Bible, ne trompez pas votre femme, voilà, respectez-la, ne la frappez pas, enfin comme on peut voir dans d'autres religions, hein, comme l'islam, où il est autorisé de frapper sa femme, enfin c'est des trucs débiles. Alors que Jésus, lui, même avec la femme adultère, il l'a épargnée. Hein, dans ce passage bien connu de Jean 8, c'est jeter lui la première pierre, celui qui n'a pas péché. Et du coup, personne ne jette la pierre puisqu'on est tous pécheurs. Voilà. Ensuite, 6e question. L'IVG vient d'être inscrit dans la Constitution. Lorsqu'on a conscience que l'IVG est un meurtre au sens systémique du terme, êtes-vous d'accord avec le fait que son autorisation comme son inscription dans la Constitution se superposent au point de se confondre dans le non-sens? Je vous remercie pour vos réponses, le travail et la matière à réflexion que vous offrez aux souscripteurs de vos différents médias. Ben, je vous en prie. Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Oui, l'IVG est un meurtre au sens systémique, et donc son autorisation comme son inscription dans la Constitution, alors c'est contraire effectivement déjà au commandement tu ne tueras point, mais aussi au fait que la loi interdise le meurtre. C'est vrai que je l'avais jamais vu de ce point de vue-là, mais c'est vrai que c'est scandaleux, mais parce que la République, comme on dit, ou les athées en fait, ne considèrent pas que le fœtus dans le ventre de la femme est un être humain. C'est-à-dire que scientifiquement, on sait que le bébé naît à la conception, et donc c'est un bébé. Après, que ce soit un bébé très développé ou peu développé, ça reste un bébé. D'ailleurs, fœtus veut dire bébé, hein, c'est un synonyme. Et donc, effectivement, la loi forcément se contredit quand elle inscrit dans la Constitution le meurtre et qu'elle condamne le meurtre par ailleurs. Mais on connaît bien cette dérive athée, justement, on en revient là, où les principes divins de la vie sont niés, et ceux qui haïssent Dieu aiment la mort. C'est ce que nous dit Proverbe en Proverbe 8,36. Donc voilà, c'est pas surprenant, c'est choquant, mais je comprends tout à fait. Alors moi, en tant qu'athée, je n'étais pas contre l'avortement, c'est vrai. Enfin, je voyais pas l'avortement d'une bonne j'avais déjà des tendances, on dirait, à considérer que l'avortement, c'était pas une bonne chose. Mais j'allais pas aussi loin qu'aujourd'hui, évidemment. Ça, c'est la vision de Dieu qui permet de comprendre réellement que c'est un crime tout aussi grave que d'un adulte, oui, ou d'un enfant qui est né. Alors, 7e question, à votre avis, pourquoi c'est la droite républicaine américaine qui lâche l'Ukraine et remet en question l'OTAN en refusant de voter l'aide à l'Ukraine de 60 milliards, alors que le soi-disant agent chinois Biden a toujours à l'inverse fourni l'argent et armes à l'Ukraine pour se défendre des Russes? Alors, deux choses. Biden, il en fait le moins possible. Par rapport au budget américain, c'est vraiment rien du tout ce qu'il fait. Je crois qu'au niveau des pays qui aident l'Ukraine, les États-Unis, c'est le 11e ou le 12e en termes de pourcentage du PIB. Et pas loin de la France d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est ça qu'il faut regarder, c'est évidemment pas la valeur absolue de l'aide, mais c'est en pourcentage du PIB. Et donc, les États-Unis n'en font quasiment pas sous Biden. Et c'est ça qui est la propagande nous dit, ah, c'est une guerre menée par les Américains. Pas du tout.
Non, non, c'est une guerre déjà menée par les Russes, c'est eux qui investissent le plus dans cette guerre, hein, et les Américains sont très timorés, sont très pusillanimes, première chose. Parce que justement, Biden est du côté des Russo-Chinois, mais il ne doit pas trop le montrer, parce que sinon... Et donc Macron, c'est pareil. Quant aux Républicains, eh bien, en effet, eux, ils ont été infiltrés par les Russes, comme l'a expliqué Besmenov, comme l'a expliqué Golitsyn, et comme l'ont expliqué un peu tous ceux qui avaient compris un peu ce qui se tramait, c'est-à-dire que Poutine, par exemple, joue sur cette image d'homme de droite, viril, etc., alors que c'est un ancien agent du KGB, et que ancien agent du KGB, c'est un agent du KGB. Je veux dire, c'est le KGB, appelé FSB aujourd'hui, qui tient la Russie. La Russie n'a pas changé, il n'y a pas eu de procès du communisme, c'est toujours le communisme qui est au pouvoir en Russie, et le communisme, c'est pas de droite. Donc normalement, je viens d'en parler dans une vidéo sur mon autre chaîne, en analysant ce discours de Candace Owens, qui reprend les trucs de taré de Jean-Michel Trogneux, là, qui viennent des pro-russes et antisémites soraliens. Ça, Candace Owens, c'était une star, c'est encore une star de la droite américaine, mais pour combien de temps? Parce que là, on voit toute cette propagande pro-russe alimentée par des Jordan Peterson, par des Candace Owens, par des Tucker Carlson, et ça, c'est très grave, c'est ce qu'on appelle des agents provocateurs, et c'est fait pour que les républicains aillent toujours plus loin dans leur soutien à Poutine, en fait. Et Trump, malheureusement, suit ce mouvement au lieu de le dénoncer. Donc, voilà comment ça s'explique, et c'est au moment de vérité qu'on saura, c'est-à-dire si Trump est élu, qu'est-ce qu'il fera? Et il dit, en 3 jours, je réglerai la guerre, oui, mais on imagine bien ce que ça serait. Alors, ce serait de dire à Poutine, bah tiens, garde le Donbass, garde toutes tes terres, et puis Zelensky, bah voilà, c'est tout, c'est comme ça, voilà. Et au moins, on s'arrête. Et ce qui permet à la Russie de gagner du temps, de se réarmer, bon, de se refaire une santé. Donc, hélas, c'est ce qu'on peut anticiper, sauf miracle. Alors, 8e question, sur la Grande-Bretagne et l'islamisme. Comment expliquer la tolérance de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'islamisme depuis les années 90, islamistes réfugiés à Londres, Londonistan, jusqu'à nos jours, flambée de violence, des manifestations pro-palestiniens, bah, c'est depuis, ça remonte même avant, puisque dès les années 80, avec, hélas, Margaret Thatcher, c'est elle qui a fait venir les tarés d'islamistes d'Algérie, notamment, qui étaient en train de perpétrer leur guerre civile là-bas. Ma femme, qui l'a vécu dans sa chair, m'en a parlé. Et donc, on avait Mitterrand, donc lui, c'est logique, puisque c'est un gauchiste et c'est un pro-islam. Par contre, Margaret Thatcher, là, on ne comprend pas, sauf si, voilà, on sait que les pays protestants sont plus tolérants que les autres. Donc, comme on a vu, l'immigration en Suède ou ailleurs en Scandinavie. Sauf que en Scandinavie, ils sont en train de renvoyer l'immigration d'où elle est venue. Mais en Angleterre, ils ont tellement pris de terrain que ça a l'air assez compliqué d'inverser maintenant. Ils sont allés tellement loin dans l'islamisation, on voit des trucs dans Londres, le maire est musulman justement, même jusqu'en Écosse. Donc, il y a des prières de rue à Times Square. Donc, ça semble très mal barré, mais j'ai quand même confiance dans les Anglais, qui est un peuple admirable au niveau de sa résistance, hein, comme on le sait depuis la Deuxième Guerre mondiale notamment, et qui, à mon avis, ne va pas se laisser faire. Simplement, ça se passera dans la douleur, évidemment, et je pense que c'est cette Troisième Guerre mondiale qui va contribuer beaucoup de musulmans à partir d'Europe, donc de France, d'Angleterre et d'un peu partout, d'Allemagne, parce que la plupart des musulmans sont du côté russo-chinois et que l'Europe va se battre pour sa survie et ses libertés contre les russo-chinois. Donc au bout d'un moment, il faudra choisir son camp, et les musulmans, je pense, d'autant plus qu'il y aura beaucoup d'attentats, donc la communauté musulmane de tous les pays sera soupçonnée, hein, à tort ou à raison, mais c'est comme ça, et donc certains ne supporteront plus d'être en permanence soupçonnés d'être des terroristes, parce que là, ça arrivera à des niveaux, voire même certains seront mis en prison, voire dans des camps. Vous savez, quand c'est la guerre, on a l'exemple des Japonais aux États-Unis. Alors, il n'y en avait que quelques milliers, mais la Cour suprême avait quand même validé le fait qu'on pouvait les mettre dans des camps. Donc, c'est allé très loin parce que, voilà, quand c'est la guerre, c'est d'autres concepts. Et donc, moi, le conseil que je donne aux musulmans, je crois qu'il y a une autre question là-dessus, donc c'est de repartir dans des pays musulmans, quoi, pour être tranquille. Ensuite, 9e question, est-ce que l'OTAN et ou le Japon devraient attaquer la Russie? Notez que je parle bien d'attaquer la Russie et pas d'envoyer des troupes en Ukraine. Il me semble qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, il aurait été à l'avantage de la France d'attaquer l'Allemagne au lieu d'attendre de se faire envahir. Sommes-nous dans une situation similaire? Alors,
Oui, c'est une question intéressante. Moi, je pense déjà qu'il faut infliger une grave défaite à la Russie en Ukraine. C'est-à-dire qu'il faut renvoyer la Russie d'Ukraine, mais avec une défaite flagrante qui ne pourra pas être contestée et qui fasse vaciller le pouvoir de Poutine. Et pour ça, on n'a pas besoin d'attaquer la Russie en Russie. Mais il faut effectivement, à mon avis, l'attaquer en Ukraine directement. Et ce n'est pas l'article 5 de l'OTAN qu'il faut invoquer pour ça, puisque l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, mais c'est le mémorandum de Budapest de 1994 qui légitime ses signataires à défendre les frontières de l'Ukraine. C'est ce sur quoi ils se sont engagés. Donc la Russie s'était engagée à ne pas attaquer l'Ukraine en échange de notamment de son stock d'armes nucléaires qui sanctuarisait l'Ukraine. Donc l'Ukraine s'est mise dans le droit international et c'est basé sur la confiance dans le droit international qui a été bafouée par la Russie, puisqu'elle attaque l'Ukraine, et qui a été bafouée aussi, il faut le dire, par les pays occidentaux, signataires du mémorandum de 1994, qui ne le respectent pas. C'est-à-dire que ce document nous engage, nous la France, mais aussi l'Angleterre, les États-Unis et quelques autres, à défendre les frontières de l'Ukraine. Donc ça nous oblige à aller en Ukraine, parce que les déclarations de Macron paraissent énormes et tout. En fait, c'est rien du tout. On devrait combattre la Russie en Ukraine, donc pas la Russie en Russie, ce qui là reviendrait à une attaque de la Russie, mais il faut défendre l'Ukraine et pour ça, il faut virer la Russie, c'est tout. Et là, au moins, on serait déjà conforme au droit international réellement, plutôt que d'envoyer des armes par-ci par-là, envoyer de l'argent, on ne sait pas où il va. Enfin, mais on est lâche, évidemment, on est pusillanime, comme face à Hitler, et ça recommence. On n'a pas tiré les leçons parce qu'à chaque fois, on veut garder notre paix. Mais en fait, c'est une fausse paix déjà. On est en guerre. La guerre a été déclarée par les Russo-Chinois, d'abord par la Chine, puis par la Russie, et donc c'est ceux qui n'en tiennent pas compte qui finissent par y venir quand c'est trop tard. C'est toujours le même principe. Alors, et donc là, ça nécessite de tirer le bilan de la Deuxième Guerre mondiale, parce que si on avait attaqué Hitler, en effet, dès 1936, comme le voulait De Gaulle, quand il est allé voir Léon Blum, eh bien, l'Allemagne aurait été défaite et ça aurait peut-être fait, oui, 10 000 morts, 20 000 morts. Alors, ça aurait été reproché, évidemment, à Blum, on l'aurait qualifié de salaud, sauf que ça aurait évité 50 millions de morts. C'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Ceux qui disent, non, mais ça va tuer des Russes, il ne fallait pas qu'ils attaquent. Alors, quel bilan pour votre retour sur Twitter? Bon, je n'ai pas encore de bilan, ça ne fait pas suffisamment de temps, mais je m'en sers uniquement pour me défendre quand je suis attaqué, pour répondre à des gens dont je trouve la propagande hallucinante, et puis pour préparer le lancement de mon prochain livre sur la pédophilie, qui me prend beaucoup de temps, et voilà, je distille déjà quelques informations sur ce compte. Donc, mais je constate que l'environnement est le même que quand je l'avais quitté, c'est-à-dire dès que je poste un tweet, il y a tout de suite une nana du porno ou des propagandistes pro-russes qui viennent. Bon, bah voilà. Et de manière automatique, donc c'est des bots. C'est pour ça que j'avais quitté, mais c'est moindre parce que j'ai une toute petite audience, et donc je m'en satisfais très bien d'ailleurs. Parce que c'est une drogue aussi, j'avais perdu cette idée de regarder combien j'ai de retweets, de likes, de tout ça. Et apparemment, même Musk veut annuler ces histoires de likes et de retweets. Donc ça, je pense qu'il se prive d'une manière de tenir les gens, parce qu'on on est très accro à tout ça, mais je sais pas, il veut en faire un WeChat, donc c'est un autre projet. 11e question, salut Jean, Macron peut-il devenir un Jean Moulin? Non. Ah non, Jean Moulin n'était pas collabo, donc non. Voilà, la réponse est simple. 12, bonjour. J'ai été très déçu par l'intervention de Xavier Titelman sur TV Liberté, voilà, moi aussi. Pourtant, sa démarche auprès des combattants en Ukraine a l'air sincère. Pensez-vous que les dons reçus sont bien employés? C'est ce que je disais dans ma vidéo sur lui. C'est ce qu'il montre. Nous, on n'a que ce qu'il montre. Donc, il faudrait une enquête. Moi, je n'ai pas les moyens de faire cette enquête. Mais on a le doute maintenant du fait de cette émission, et je ne reviens pas, je vous renvoie à mon émission, effectivement, si vous voulez creuser. Je pense avoir tout dit là-dedans, et je n'ai pas de nouvelles informations. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a refusé, donc, maintenant, ma proposition d'interview. Donc, il accepte d'aller chez les collabos, et il refuse d'aller chez un résistant anti-russo-chinois. Donc, voilà, il avait déjà refusé il y a un an, il refuse encore aujourd'hui. Il ne me répond même pas dans des tweets, justement, parce que j'ai un compte Twitter à nouveau. Donc voilà, en tout cas, mon idée est faite sur Xavier Titelman. Il est peut-être pour l'Ukraine, mais
il est anti-américain, anti-OTAN et pro-chinois. C'est pas compatible. Golitsyn nous a bien expliqué qu'il y avait une alliance stratégique entre les Russo-Chinois et que quand celle-ci allait s'affirmer dans l'espace public, et elle s'affirme depuis au moins le 4 février 2022, les JO de Pékin, eh bien, on sait qu'ils sont contre l'Occident et que donc ce sont nos ennemis. Voilà. Et Xavier Titelman ne semble pas en avoir conscience, ou alors il le sait et c'est un agent. Bon, ça c'est autre chose, moi j'en sais rien et j'en ai pas les preuves, mais c'est une possibilité, hélas. Oui, il faut savoir qu'il serait en de très bonnes dispositions, puisqu'il est sur le terrain, au contact des Ukrainiens, etc. Donc moi, si j'étais Ukrainien, je me méfierais. 13. Bonjour Jean, que penses-tu de l'étude d'Edmond Bordeaux-Zekeli qu'il a faite de l'évangile essénien de la paix, de l'enseignement de Jésus par son disciple Jean? Donc, juste pour vous dire, voilà, j'ai eu quelques échanges avec ce souscripteur. Je lui ai dit que je ne connaissais pas, donc je lui ai demandé de m'envoyer des infos. Il m'a envoyé un rapport de 39 pages. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me le résumer? Et il m'a dit, bah non, mais c'est pas grave. Donc voilà. En tout cas, vous avez la référence. Edmond Bordeaux-Zekeli, évangile essénien de la paix, de l'enseignement de Jésus par son disciple Jean. Voilà. J'ai pas eu le temps de creuser. 14e question, alors elle est très longue, je vais vous en lire que le début. Pensez-vous que les dernières déclarations de Macron d'envoyer des troupes en Ukraine ne sont que des opérations de communication visant à instaurer la gouvernance mondiale prévue par Schwab et son équipe? Non, je pense que Macron, là, c'est les élections qui l'intéressent d'abord et avant tout, c'est-à-dire il veut se faire passer pour le gentil dans l'histoire, le résistant face aux collabos du RN, de LFI et de... Ouais, il fait un tir groupé, hein, et de Reconquête, mais qu'en fait, il vise à cacher aussi sa collaboration passée et puis son inaction depuis 2 ans pour l'Ukraine. C'est tout. C'est un simple calcul politique qui n'aura pas de conséquences, à mon avis, sur le terrain, comme d'habitude, depuis 2 ans, et la presse va quand même dire Macron a changé, Macron a changé. Comme Sarkozy avait dit, j'ai changé. C'est toujours la même histoire, et à chaque fois ça marche. Pourquoi il s'en priverait? Il gagne du temps, à mon avis. Mais son objectif à long terme, comme je l'ai dit, à moyen et long terme, c'est de créer une Europe de la défense. Donc il va se servir de cette guerre en Ukraine pour justifier son Europe de la défense, et peut-être même quitter l'OTAN, parce qu'il ne pourra pas faire partie des deux. Et donc pour cela, il sera rejoint par tous les collabos, comme Orban, comme Erdogan ou d'autres, même l'Allemagne. C'est ça le but, à mon avis, ultime. Et comme ça, on ne sera pas pris on sera pas pris dans l'alliance si les pays baltes, par exemple, sont attaqués par Poutine. 15e point, 15e question. Certains influenceurs exhortent les populations musulmanes à quitter la France et retourner au bled. Il me semble que vous donniez le même conseil pour certaines minorités. Qu'en pensez-vous? Oui, j'en parle depuis des années et ça m'est suffisamment reproché, y compris par des anti-islam qui auraient compris, qui parlent de déportation, de remigration, Henri de Lesquen et compagnie, même Zemmour. Donc ça, c'est un discours totalitaire, ultra-violent, qui est du même niveau que le FLN qui a viré 1 million de Français d'Algérie. Donc non, je ne pense pas qu'on doive se rabaisser à ce niveau-là. On est des êtres civilisés, voilà, et donc on doit expliquer déjà aux musulmans que c'est pas leur intérêt de rester chez nous. C'est pas le nôtre non plus, mais bon, il faut voir les choses de leur point de vue. Donc c'est pas leur intérêt, puisque avec la guerre qui monte, moi je dis ça depuis 10 ans, peut-être plus, parce que je ne cesse de voir monter la guerre. Alors au début c'était une guerre du fait des attentats islamiques qui faisait peser le soupçon sur la communauté musulmane dans son ensemble, même s'il n'y a pas de communauté musulmane, hein, il n'y a qu'une communauté nationale, enfin, voilà, les musulmans. Et puis maintenant que la guerre mondiale pointe le bout de son nez, les musulmans vont être dans le viseur, et de plus en plus, et ce ne sera pas de ma responsabilité. Hein, moi, je les ai avertis, d'ailleurs, certains ont suivi mon conseil, et puis surtout, ils suivent les conseils de théologiens qui leur disent de faire leur hijra. Voilà. Puis maintenant, s'il y a des influenceurs, je ne sais pas de qui il s'agit, mais il y a certainement des musulmans là-dedans, et puis s'il y a des identitaires ou anti-islam pas trop bêtes, bah, ils leur donnent les mêmes conseils, et puis voilà, parce que ça va se passer, les gens suivent leur intérêt. Donc ça ne sert à rien de dire on va déporter, je veux dire, le gars qui dit ça, il n'a rien compris à l'histoire, c'est-à-dire que déporter, ça veut dire Hitler, quoi. Donc si vous voulez être assimilé à Hitler, allez-y, dites déporter, dites remigration. Mais si vous êtes civilisé, si vous avez tiré les leçons de la Deuxième Guerre mondiale, vous dites juste, bah, c'est pas votre intérêt, les musulmans, de rester chez nous. Voilà, parce qu'on n'a pas la même civilisation, c'est pas compatible avec la France. Voilà, donc par contre, vous vivrez bien votre foi dans un pays musulman. Le problème, c'est que beaucoup de ces gens-là qui sont venus s'installer chez nous, eh bien, finalement, ils n'ont pas envie de vivre les fruits de leur foi. Et alors, moi, je leur dirais à ce moment-là,
changez de foi, parce que vous voyez, on juge un arbre à ses fruits, comme dit Jésus, vous voyez les fruits de l'islam, peut-être vous les avez fuis ou vos parents les ont fuis, parce que les flux de l'immigration, c'est plutôt dans le sens pays musulman vers l'Occident plutôt que l'inverse. Et donc, renseignez-vous sur la Bible, lisez-la, et vous verrez si vous êtes pas chrétien finalement, et que Jésus est votre sauveur, et pas Mahomet ou Allah, qui sont un faux Dieu et un faux prophète, d'après Galates 1,8. Donc voilà, votre Coran vous dit de lire la Bible, lisez-la, et vous verrez que, puisqu'elle est vraie, votre Coran est faux. Voilà, c'est tout. Alors, 16e point, combien reste-t-il de chars et de véhicules blindés à l'armée russe? D'après les derniers chiffres, alors oui, ça c'est la question, donc j'ai regardé un peu, parce que j'ai pas ça, la science infuse, donc j'ai regardé, d'après les derniers chiffres, la Russie aurait perdu 3000 chars dans la guerre en Ukraine, ce qui est énorme. Il lui en resterait encore plus de 2000, mais on ne sait pas trop dans quel état. Il y a aussi des chars très avancés T-14 qu'ils n'ont jamais encore utilisés, parce que ça coûte très cher et qu'apparemment ils ne sont pas très sûrs d'eux. Bon. Et elle produit environ 100 chars par mois, donc elle est vraiment dans une économie de guerre à fond, et nous, on en est très loin. 17e question, va-t-il y avoir des attentats islamiques ou autres pendant les JO de Paris? Malheureusement, on peut le craindre, en effet, ce serait l'endroit idéal, malheureusement, et je crains que nos dirigeants ne soient pas vraiment préparés à cela. Peut-être les services le sont un peu mieux, parce qu'ils ont en plus beaucoup focalisé sur l'islam depuis 15 ans, alors qu'il fallait davantage focaliser, à mon avis, sur les Russes et les Chinois. Mais bon, ça a été la diversion due au 11 septembre, j'y reviens pas, puisque j'ai démontré dans une autre enquête, mais disponible pour les souscripteurs, que ce sont les Russes qui sont derrière les islamistes qui ont commis les attentats du 11 septembre, pour plein de raisons, et on a plein de preuves de tout ça, bref, ce dont on parle jamais dans les grands médias. Et donc, oui, je crains qu'il y ait des attentats islamiques, puisque, comme je l'ai dit depuis longtemps, l'ennemi donc russo-chinois et ses alliés islamiques se répartissent les rôles. Les Chinois, c'est la guerre hors limite, donc tout ce qui est non militaire. La Russie, c'est le militaire. Et l'islam, c'est les attentats. Donc voilà, les JO de Paris, ça paraît idéal pour ça. Et là, on va regarder ça de manière un peu stressée, parce que malheureusement, c'est l'image de la France qui sera impliquée là-dedans. On peut que prier quand on est chrétien. Mais en effet, si j'étais un terroriste islamiste, je me dirais que le gâteau est très alléchant. 18e question. Que prépare Trump avec l'OTAN? Donc ça, j'y reviens pas. Visiblement, il est dans le camp de l'ennemi. Je n'irai pas jusque-là, mais disons qu'il s'en rapproche en disant, par exemple, qu'il ne veut pas interdire TikTok parce que ça favoriserait Facebook. Ça, c'est quand même aller assez loin, je trouve, même si je ne suis pas un défenseur de Facebook. Je l'ai dénoncé dans un livre entier, donc livre noir des géants de l'Internet, qui est plus disponible. Mais bon, là, je trouve qu'il va vraiment trop loin et qu'on commence à avoir des doutes même sur le fait qu'il soit anti-parti communiste chinois. Ça veut dire que... Parce que l'attaque biologique a eu lieu pendant qu'il était président. Donc, contrairement à ce qu'il a dit, l'Amérique n'était pas sûre quand il était président, puisqu'il avait reproché à George Bush que le 11 septembre ait eu lieu pendant sa présidence à lui, mais l'attaque biologique, elle a eu lieu pendant sa présidence à lui, à Trump. Et donc, il n'a pas réagi comme il le fallait pendant cette pandémie, puisqu'il fallait très clairement attaquer la Chine, qui avait déclenché la Troisième Guerre mondiale. Mais bon. Puisque lui-même avait dit, je rappelle, pour ceux qui disent « Ah, tu veux que les États-Unis attaquent », lui-même a déclaré, je crois, le 7 ou le 8 mai 2020, 7 mai 2020, voilà, cette attaque est pire que Pearl Harbor, pire que le 11 septembre. Bon, suite à Pearl Harbor et au 11 septembre, il y avait eu respectivement une guerre mondiale et une guerre contre le terrorisme international. Donc là, il n'y a rien eu contre la Chine. Au contraire. Et il est encore très proche de la Chine. Il va voir Orban qui est très proche de la Chine. Bon, c'est très problématique tout ça. 19e question, quel est le rayon de destruction des armes atomiques russes et chinoises autour des grandes villes françaises ciblées en cas de bombardement de la France? Ça, je vous renvoie à une vidéo de Jamy qui a traité le sujet. Qu'est-ce qui se passerait, je ne me rappelle plus du titre exact, mais qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une bombe atomique qui tombait sur Paris? Donc vous tapez Jamy, je crois que c'est l'Épicurieux, sa chaîne, et vous aurez toutes les explications. Je ne vais pas détailler ça parce que j'ai encore une dizaine de questions à traiter. 20e question. Que se passe-t-il dans la Baltique et près de la Moldavie? C'est simple, c'est la Transnistrie qui est à la Russie. Donc, ils ont des bouts de terre comme ça, comme l'enclave de Kaliningrad, à côté des pays baltes. Et donc, là, avec la Moldavie, ils essayent de... c'est la deuxième étape après l'Ukraine. Donc,
je ne refais pas toute l'histoire, mais ils essayent de diviser la Moldavie. Il y a une province au sud qui veut faire sécession, qui est plutôt pro-russo-turc, et la Transnistrie donc permettrait de faire la jointure avec l'armée russe. Et donc, c'est le même argument que le Donbass avait utilisé pour être rattaché à la Russie, et c'est ce qui avait justifié ensuite que Poutine intervienne. Donc, on peut craindre la même chose, d'autant que la Moldavie ne fait pas partie de l'OTAN. Et c'est pour ça que, voilà, encore une fois, si on règle la question de l'Ukraine, en se basant sur le droit international, c'est-à-dire sur le mémorandum de Budapest de 1994, eh bien, il n'y a plus de questions en Moldavie, il n'y a plus de questions partout ailleurs, même les pays baltes sont rassurés, etc. Donc ça, c'est vraiment un problème. 21e question, si le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale était effectif officiellement, comment pourrait-on réellement réquisitionner des hommes en France qui n'ont rien à voir avec l'armée, endormis non patriotes, les yeux rivés sur TikTok? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça serait d'abord une armée de métier, hein, donc on recruterait des gens qu'on paye, et il y a toujours des gens pour aller se battre quand on est en guerre, officiellement. Je pense que il y aurait suffisamment de Français, c'est sûr que ce ne serait pas la majorité, mais on ne demande pas à la majorité de s'impliquer dans l'armée. Après, c'est la levée en masse et la conscription qui, là, pose un problème. Mais je ne pense pas que ça arrivera avant vraiment le quasi-écroulement. D'ailleurs, ce n'était pas arrivé en 40, et on a perdu, et voilà. 22e question, y a-t-il un moyen d'échapper à la réquisition de force sans être immédiatement pris pour un collabo? Donc oui, ça vous travaille, et c'est normal. Moi, j'anticipe ces questions depuis longtemps, hein. Et quand elles arrivent, là, vous voyez que c'est bien, parce que les questions des souscripteurs permettent aussi de voir avec des gens très informés, puisque ce sont mes souscripteurs, donc ils ont des informations de qualité et qui leur permettent de voir un peu plus loin que les autres. Et là, on voit bien que, mais je pense que de plus en plus de gens maintenant comprennent que on est en Troisième Guerre mondiale. Alors, réquisition de force, je dirais ce que je viens de dire, hein, donc c'est pas pour tout de suite. Et d'être pris pour un collabo, non, ça sera plutôt les pro-russes et les pro-russo-chinois plus largement, dans un deuxième temps, qui vont de plus en plus devoir répondre de leurs propos en justice. Donc il y a une loi, à mon avis, qui va passer assez rapidement pour condamner les propos pro-russes. Tout simplement, ça va être aussi simple que ça. Et du coup, toutes les chaînes, tous les leaders, influenceurs, tout ce que vous voulez, qui tiennent des propos ouvertement pro-russes sont considérés comme des collabos, et donc seront traînés au tribunal, voire mis en prison. Je ne pense pas tuer, mais enfin voilà. Tuer peut-être, hein, dans un deuxième temps, peut-être la peine de mort sera remise pour justement, vous savez, la guerre, c'est ça, hein, c'est au bout d'un moment, la société ne supporte plus s'il y a par exemple, je sais pas, des missiles qui sont tirés sur des villes françaises, des missiles russes, comme ils en font la menace, et que ça crée évidemment ce que ça crée en France. Ceux qui continueraient à défendre la Russie et qui seraient sous la législation française, à mon avis, pourraient risquer la peine de mort, très clairement. Alors, 23e question, comment perçois-tu l'élection législative du Portugal de la Chega, parti qualifié de libéral, national et conservateur, d'après Wikipédia? Peut-elle changer la donne en Europe, d'une part, et d'autre part avec le Brésil? Donc, oui, il est qualifié d'extrême droite, évidemment, comme l'a été Milei, comme l'ont été... Mais j'ai regardé un peu, puis il y a des souscripteurs qui habitent au Portugal et qui m'ont dit non, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. Ils sont anti-russo-chinois, donc ils sont sur la bonne ligne. Ils sont sur la ligne de Milei. Ils sont sur la ligne de la vraie droite, donc voilà, des gens qui défendent l'Occident. Par contre, Portugal, ça reste un petit pays, et ils n'ont pas la majorité, hein, la Chega, donc c'est pas eux qui dirigent, mais c'est sûr que ça va dans le bon sens, voilà tout ce qu'on peut dire. Après, avec le Brésil, non, ils n'ont pas de levier sur le Brésil, c'est Lula, le communiste, qui tient le Brésil, et même si ce sont des pays qui sont très proches de par la langue, la culture et puis les échanges commerciaux, c'est pas le Portugal qui va changer quoi que ce soit sur le Brésil, ni sur l'Europe d'ailleurs. Hein, c'est un pays qui reçoit en plus beaucoup de retraités français et étrangers, mais à part ça, le Portugal est un peu un pays qui se meurt. Donc, De Gaulle disait déjà, la France va-t-elle se portugaliser? Oui. Donc ça veut dire, parce que le Portugal, c'était un des plus grands empires au XVe siècle, et c'est devenu un tout petit pays qui compte quasiment plus, qui n'aide pas l'Ukraine d'ailleurs jusqu'à présent, ou quasiment pas. Donc, est-ce que ça va changer? On verra. Voilà, on peut dire que ça. L'Argentine est beaucoup plus influente et puissante, et on voit que le rôle de Milei est très important. Mais c'est toujours mieux d'avoir des gens de la Chega que des dirigeants de gauche qu'il y avait habituellement. 24e question, une guerre civile en France est-elle envisageable, impliquant notamment parmi les Maghrébins ceux qui se sentent plus proches de leur pays d'origine que de la France? Non, là, c'est pas se sentir plus proche de leur pays d'origine, en l'occurrence l'Algérie par exemple, qui est certes du côté des Russo-Chinois, mais c'est se sentir plus proche des Russo-Chinois.
Même si les Chinois mettent des Ouïghours dans les camps, même si Poutine a massacré des Tchétchènes, ils s'en fichent. Ils se sentent déjà souvent anti-occidentaux. Je ne dis pas tous, heureusement. Il y en a, déjà, il y en a qui se convertissent, pas beaucoup, mais enfin, il y en a. J'en connais même un qui s'est converti grâce à Dieu, mais par mon intermédiaire, on va dire. Et donc, ça existe. Mais l'immense majorité, si vous allez sur les réseaux sociaux, c'est anti-Israël, parce que pro-Palestine. C'est ça qui détermine quasiment toute leur politique. Et donc, la Palestine étant du côté des Russo-Chinois, voilà, Israël étant du côté occidental, voilà, les jeux sont faits. Puis si en plus vous rajoutez le discours viril de Poutine qui marche sur une pseudo-droite française, mais aussi sur voilà, Soral, c'est ce qu'il faisait, lui, il rassemblait ces musulmans-là qui sont plutôt des patriarcaux, et Poutine, il s'adresse à toutes ces populations-là en même temps, et c'est ça le but d'ailleurs. Donc la dictature ne leur fait pas peur, et d'ailleurs je débat demain avec Rayad, donc on va voir lui où il se situe. J'ai écouté un peu ses vidéos, donc je le sais un peu, mais on verra ce qu'il raconte quand il a en face un défenseur de l'Occident, de l'OTAN, comme moi. 25e question, les quartiers aux mains des dealers déjà armés, un peu partout dans les villes de France, pourraient alors se transformer en véritable bunker. Suis-je trop alarmiste? Non, ça ferait partie en effet, mais de toute façon, il faut qu'il y ait du ménage là qui soit fait. C'est le ménage que nous avait promis déjà Sarkozy avec son Karcher, qui n'a jamais été fait, ni par lui, ni par ses prédécesseurs, ni par ses successeurs. Et donc on a empilé des couches dans les banlieues et ailleurs de gens qui ne travaillent pas, qui se droguent et qui vendent de la drogue, qui vendent des armes et qui bon. Donc ça c'est pas normal. On peut pas rester. Surtout alors en temps de guerre, effectivement, ces gens-là, il y a des agents dormants de l'ennemi là-dedans. Et donc, il va falloir les identifier, ou alors ils vont eux-mêmes se manifester quand la guerre mondiale sera officialisée. Et donc, oui, la guerre civile, de ce fait-là, et du fait que vous avez en France la première communauté musulmane et la première communauté juive. Et que là, on voit déjà des tensions énormes. Je veux dire, avec LFI, par exemple, qui présente une Rima Hassan aux élections européenne, une nana qui dit que le Hamas est tout à fait légitime à avoir fait ce qu'il a fait le 7 octobre 2023. Alors ça, bon, c'est pas audible, c'est pas occidental, ça c'est anti-occidental, c'est pro-islamiste, pro-terroriste. Enfin, ça peut pas durer, oui, en temps de guerre. Là, on le laisse passer parce que bon, il y a une tolérance envers l'extrême gauche qu'on connaît bien, mais au bout d'un moment, il y a des limites, quoi. Et même un Macron peut se réveiller et faire, au lieu de le faire aux Gilets jaunes, il le fera aux banlieues, voilà, parce qu'il n'aura pas le choix. Mais pour l'instant, Darmanin fait encore un bon ramadan à tous les musulmans. Bon, ça, il ne faut pas se baser là-dessus. Là, je parle aux musulmans qui nous écouteraient. Ne vous laissez pas endormir par ce discours lénifiant. Vous pourriez tout à fait vous retrouver dans des camps très rapidement, pour certains. Parce que vous êtes soupçonné ou parce que dans votre famille, il y a quelqu'un et tout ça. Ça va vite, en fait. Donc, moi, je vous conseille de quitter notre pays pour vivre votre foi en conformité avec ces préceptes. Voilà. 26e question, encore 8, on va jusqu'à 31. Donc, penses-tu qu'à l'issue victorieuse de cette confrontation occident-chrétien, russo-chinois et alliés, la France pourrait intégrer son identité chrétienne dans sa nouvelle constitution? Ce ne sera pas que dans sa nouvelle constitution, ce sera effectivement... il faut qu'on sorte de cette guerre mondiale par le haut, contrairement à la Seconde Guerre mondiale, où quand même on a laissé le communisme se diffuser, avec cette image et cette réputation de résistant, des 70 000 fusillés, et je ne sais pas quelle connerie. Donc ils ont pris un peu tous les centres de pouvoir, et 80 ans plus tard, on le voit, la France est communiste. Donc là, comme c'est contre le communisme et le socialo-communisme qu'on se bat, l'oligarchie, qui est elle-même socialo-communiste, n'est pas légitime pour mener ce combat, donc elle va le mener un peu au début, parce qu'elle n'a pas le choix, mais au bout d'un moment, le peuple va bien se rendre compte qu'elle est du côté des Sino-Russes, et pas du côté de l'OTAN. Tous ces gens qu'on nous met sur les plateaux ne sont pas otaniens, même quand ils ont fait partie de l'OTAN, comme Yakovlev, je dis j'ai du respect pour la Chine, enfin, hallucinant. Et donc c'est parce que voilà, peu de gens sont chrétiens, voire aucun, dans ceux qui nous parlent, officiellement, et donc la guerre faisant son travail, il y aura des morts, il y aura des blessés, il y aura des prises de conscience, et Dieu faisant d'un mal un bien, on peut espérer, et moi je le pense, que la France redeviendra chrétienne suite à tout ça. Ça ne se fera pas en un clin d'œil, mais ça accélère. Les guerres, c'est que ça accélère les choses. 27e question, que pensez-vous de la position de l'Allemagne face à la Russie? Elle a été très proche de la Russie à cause des collabos comme Schröder, Merkel et Scholz.
du fait de Nord Stream, du fait de, voilà, des partenariats, ils se sont fait détruire leur énergie nucléaire à cause de la pression russe qui, je le rappelle, est mondialiste, donc avec les Klaus Schwab de ce monde, pousse pour cette fausse théorie du réchauffement climatique dans une idéologie lysenkiste. Hein. C'est comme sous Staline, sauf que là, on nous dit, oh, il y a un réchauffement climatique. Donc, il faut... En plus, ils les ont poussés à détruire leurs centrales nucléaires qui n'émettaient pas de CO2. C'est là où on se dit, vraiment, c'est allé très loin, cette histoire. Et donc, l'Allemagne est très affaiblie de ce fait. Et Scholz, à mon avis, n'en a pas pour très longtemps, parce que derrière, il y a la CDU qui arrive et qui tient un discours beaucoup plus pro-occidental. Dans toutes les guerres, je veux dire, le tri se fait rapidement. Et donc, les collabos sont vite démasqués. C'est pour ça que Macron en fait trop dans un sens, enfin, dans le sens de la résistance, soi-disant, alors qu'il n'est pas du tout résistant. C'est parce que lui, il veut se maintenir au pouvoir un maximum. Hein. Il ne faut pas chercher plus loin là aussi. Et donc Scholz commence à sentir la pression qui monte, il continue de refuser les Taurus parce qu'il veut maintenir de bonnes relations avec la Russie. Mais... Alors, il faut noter aussi que l'Allemagne aide plus l'Ukraine que la France n'aide l'Ukraine. Hein, donc ça en dit long, notamment sur la France. Mais quant à l'Allemagne, elle va être obligée de couper ses liens avec la Chine aussi, qui sont très importants. Le patronat allemand va être obligé d'arrêter ses conneries avec la Chine, d'investir. Il y en a qui continuent d'investir en Chine en ce moment même, hein, là je parle, donc c'est hallucinant. Et tous les investissements qui seront faits là-bas seront perdus, comme tous les investissements qui ont été faits en Russie sont perdus, de la part de l'Allemagne, de la France ou autre, à court, moyen ou long terme. Hein, bon. Et donc, l'Allemagne sera obligée de revenir, mais aura beaucoup perdu, parce que leur démographie chute en même temps. Donc l'Allemagne passera de première puissance économique européenne à deuxième, voire troisième puissance, derrière la France. Et bon, l'Angleterre, c'est vrai, fait plus partie de l'Union européenne, mais toujours en Europe. Hein, donc voilà. 28e question. Voyez-vous un homme ou une femme politique en France capable de relever les défis majeurs des années à venir? Bon, là, ça va être rapide. Non. Sinon, je le soutiendrai ou je la soutiendrai, mais il n'y en a pas. Et elle-même me soutiendrait, enfin, on se soutiendrait, mais il n'y en a pas. 29e question. Une guerre civile en France est-elle envisageable, impliquant notamment parmi les Maghrébins ceux qui se sentent plus proches de leur pays d'origine que de la France? Donc, j'ai déjà répondu à cette question, mais je voulais la dire parce qu'un souscripteur l'a envoyé quand même. 30e question. Les quartiers aux mains des dealers déjà armés un peu partout dans les villes de France pourraient alors se transformer en véritables bunkers. Suis-je trop alarmiste? Ou alors j'ai lu 2 fois la même question, peut-être. Ah, c'est ma faute. 31e, penses-tu qu'à l'issue victorieuse de cette confrontation, ah oui, voilà, la France pourrait changer son identité. Bah, j'ai lu 2 fois les mêmes questions, alors désolé, il n'y en avait que 29 ou 28. Donc voilà, je suis allé au bout de ces questions. Bah voilà, j'ai tenu les 45 minutes, c'est bien. Je n'ai pas calculé, mais c'est comme ça. Donc, j'espère que ça vous aura éclairé. Merci encore aux souscripteurs de me soutenir, sans lesquels je ne pourrais pas faire ce travail depuis déjà 18 ans, que je ne vis que de mes souscripteurs et de mes lecteurs, donc je suis indépendant. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de me soutenir, parce que là, au moins, vous avez une parole libre. Alors, c'est possible que vous ne soyez pas d'accord avec tout, hein, on n'est jamais d'accord avec tout. Moi-même, je change d'avis quand on m'apporte des faits, mais au moins, vous avez un contact direct avec moi via Patreon. Je traite de vos questions lors des FAQ souscripteurs, il y en a une par mois. Et puis, vous avez accès à mon contenu privé. Et en ce moment, j'en fais de plus en plus parce que les événements m'y poussent. Voilà, il faut de l'inspiration et puis il faut avoir quelque chose de nouveau à dire. Donc, je ne vais pas me répéter tout le temps. Et là, je fais de plus en plus d'enquêtes, donc exclusives. Donc, n'hésitez pas à souscrire. Voilà, le lien est dans la description. Merci pour votre attention. Et donc, ne ratez pas demain le débat avec Rayad. Je dis demain parce que j'enregistre, oui, je vais diffuser ça ce soir, donc ce sera demain matin pour vous. Donc le soir du matin où je diffuserai cette vidéo, ne ratez pas le débat que j'aurai avec Rayad, donc le 15 mars à 20h sur cette chaîne, et le lendemain, 16 mars à 21h, l'échange avec Mathieu Sirvin. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur, Nouvelle France libre et la vraie droite. Salut.